assistance juridique. Alors j'appelle l'archiviste du gouvernement pour présenter son équipe. Ce débat vous aurez assuré pour premier lieu par Anwar El-Jilal et ensuite Fidda Sofi et moi-même serai archiviste de Karim Lech. Je demande à l'archiviste de l'opposition de passer du gouvernement. Donc, je présente mon équipe. Naël Hazri, première année en pharmacie. Fanny Akdash, deuxième année en pharmacie. Donc, et moi-même, Théane Soumini, première année en pharmacie. On est là ici présent pour représenter la faculté de médecine et de pharmacie, et plus spécifiquement le conseil d'étudiants en pharmacie. Donc j'invite le premier orateur à ouvrir le débat. Honorable jury, honorable membre de l'opposition, aimable présence. Bonjour à tous. Nous, membres du gouvernement, affirmons clairement et fermement que l'humain est une urgence. Mais avant de procéder à nos arguments de défense, il serait impératif de définir ce qu'est l'humain. Celle-ci désigne l'organisation économique et politique formée par les 5 pays du Maghreb. Selon le discours officiel, l'Union du Maghreb arabe est une réalisation géostratégique importante. Dans les faits, elle n'a que peu d'influence sur les politiques de cet État membre. L'humain reste prisonnier indifférent de chacun de ces pays. Voilà une quinzaine d'années que les frontières maghrébines sont fermées. Une fermeture contraire aux aspirations et au combat commun des peuples pour la liberté, dans lequel beaucoup ont subi de leur vie. Si cette fermeture semble passer à côté des préoccupations des décideurs politiques, n'est-il pas urgent de mettre fin à cette fermeture? Sans revenir sur le pourquoi de la fermeture, ni sur la désignation du coupable, à titre d'exemple, le dossier du Sahara marocain et la position algérienne. Bien qu'il faut comprendre que cette décision représente un gâchis économique, il faut donc mettre en avant les raisons pour lesquelles cette situation irrationnelle doit cesser. Malgré le potentiel économique du royaume chérifien et de l'Algérie, les fruits d'un libre-échange restent en deçà des résultats possibles. En 2008, les échanges entre l'Algérie et le Maroc ne représentaient que 500 millions de dollars selon le délégué algérien chargé des affaires maghrébines et africaines. À titre de comparaison, le niveau des échanges entre l'Algérie et la France en 2008 avait atteint 10 milliards d'euros. Quant aux échanges commerciaux franco-marocains, représentaient en 2009 6 milliards d'euros. Nous parlons de milliards, mesdames et messieurs. Et justement, la question se pose. À qui profitent ces désaccords? À tous peut-être, sauf les 5 membres des États membres de l'UMA. On imagine donc le potentiel de commerce entre les deux pays. Un tel constat ne manque pas de souligner
l'urgence de mettre fin à ce blocage dû à la fermeture de la frontière. Les 5 pays comptabilisent plus de 90 millions d'habitants, autant de consommateurs potentiels pour les entreprises du territoire maghrébin. On sait pourtant au moins, Adam Smith, père fondateur de la pensée libérale, qu'un plus grand marché permet davantage d'opportunités d'échange, de spécialisation et donc davantage de gains, de productivité et de croissance. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'humain sont la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que l'harmonisation des règlements douaniers afin d'instaurer une zone de libre-échange. Il résulte donc de la fermeture des frontières que les échanges entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ne représentent qu'une fraction minime des échanges totaux de chaque pays. Ils sont estimés à moins de 3%, soit le taux le plus faible au monde. Le montant gagné de cette faible intégration est évalué à 2% du PIB annuel total des pays maghrébins, ce qui est estimable à 2 milliards de dollars selon la direction des études et prévisions financières de l'UMA. Ceci s'apparente davantage à une punition collective qu'à des considérations politiques aujourd'hui dépassées dans un contexte international de regroupement économique et politique puissant. Malgré le clivage politique et les froids diplomatiques, il est urgent que les dirigeants des pays libèrent les populations de ces emprisonnements forcés en ouvrant la frontière terrestre. Mesdames et messieurs, il paraît clair qu'à tout point de vue, la fermeture de la frontière terrestre maghrébine est une réalité scandaleuse, un gâchis économique et une atteinte à la liberté des peuples. Ainsi, nous, membres du gouvernement, recommandons fortement d'y mettre fin et rapidement. Je vous remercie. C'est au moment de l'opposition de prendre. Monsieur le Président, honorable jury, respectables membres du gouvernement, chers audiences, nous, membres de l'opposition, nous pensons que l'union du Maghreb arabe est bel et bien nécessaire, mais elle est loin d'être une urgence, vu le contexte géopolitique actuel. Cette union, formée sous le prétexte d'une complémentarité égale sur tous les niveaux, s'avérerait inutile, vu les conditions au cours des pays membres. J'avancerai même que les pays membres doivent se focaliser sur leurs problèmes internes au lieu de se tourmenter avec les problèmes d'autres pays. Certains pensent que quelques valeurs sociales, culturelles et ethniques sont les pions de la formation d'une union solide et efficace. Ce prétexte n'a rien à voir avec la réalité des États membres. Prenons par exemple le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Ce sont des pays fortement occidentalisés, qui connaissent une grande globalisation, tandis que la Libye et la Mauritanie, pays fortement conservateurs, s'opposent à cette vague, ce qui crée une grande différence de valeur. On a ajouté en plus que certaines rivalités historiques mettraient fin à toute tentative de progresser vers une union, tel le conflit du Sahara marocain entre l'Algérie et le Maroc, et des territoires encore disputés entre la Libye et la Tunisie. Résoudre ces problèmes est primordial avant d'entamer toute union. Prenons une hypothèse. Disons que l'union du Maghreb arabe était fondée et bel et bien activée. Et repensons aux événements qui ont secoué la région du Maghreb. Pensons au printemps arabe qui a touché plusieurs pays du Maghreb arabe. Dans ces étapes, nous ne bénéficierons pas du cadre qu'il y a dans notre pays. Le printemps arabe a bouleversé la dynamique de certains pays, tels la Libye et la Tunisie. Et jusqu'à aujourd'hui, leur situation demeure instable. Si nous étions dans une union, cela aurait des répercussions sur le mode de vie de chaque Marocain. Mais heureusement, grâce à notre indépendance et à la force de Sa Majesté le Roi et à la nouvelle Constitution, nous pouvons aller à nos écoles tranquillement. Nos parents garder leur emploi. Et la situation économique n'a pas tellement été affectée. En parlant de situation économique, le chiffre 2% représente le pourcentage
des échanges extérieurs entre les pays membres, tandis que les échanges Maroc-pays zone euro sont de plus de 69%. Donc, tous ces faits exhibent la situation difficile d'entreprendre une union saine et compétitive. Je conclus, pour finir, je conclus avec cette parole de M. Ali Bessad, de l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman, dont il affirme qu'il faudrait au moins 4 à 5 ans pour que les pays de l'Union du Maghreb arabe adaptent la politique de leur pays aux besoins de l'Union. Et merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de l'opposition de leur intervention qui s'est avérée enrichissante. Mais finissons avec les urgences et passons au vif du sujet. Dans un monde en mutation où les nations s'élèvent de plus en plus pour créer de grands ensembles régionaux, le Maghreb reste aux abonnés absents. Le travail d'unification contribuera à faire du Maghreb une région de paix, de démocratie et de bien-être matériel. Le fait de nous unir nous rapportera plus des avantages parmi lesquels nous citons plus d'exportations pour nos économies nationales, ce qui va enrichir nos balances commerciales, plus de protection pour les consommateurs, en apportant des entreprises plus compétitives, plus de diversité des biens et une baisse des prix. Qu'il s'agisse du gaz ou de l'agroalimentaire, la fin des monopoles nationaux permettra aux citoyens maghrébins l'accès à de nombreux services et produits bon marché. Plus de démocratie lui offrira plus de stabilité et de bien-être à l'intérieur de chaque État membre, ce qui lui permettra de devenir un modèle pour nos voisins subsahariens et à ceux du Golfe. Plus de paix et de valeurs morales partagées. Le Maghreb deviendra comme l'Europe, un modèle de relations pacifiques entre les peuples axé sur la démocratie, la cohésion sociale et l'égalité des chances. Nous partageons également le rejet de l'extrémisme, de la haine et de la violence. Les Maghrébins assureront la pérennité de valeurs communes préexistantes dans un monde globalisé. Et finalement, plus de liberté de voyager. L'Union du Maghreb nous permettra de circuler librement, ainsi qu'à nos confrères maghrébins. Cette liberté aura comme incidence une expansion de l'économie régionale et de l'économie touristique à l'échelle régionale. Suite à tous ces avantages, nous n'avons qu'une seule recommandation. Il ne faudrait en aucun cas que nous commettions la même erreur que l'Europe en instaurant une monnaie politique commune. Mesdames et messieurs, le problème du Sahara marocain suscite notre intérêt politique. Mais cette coopération fondée sur des échanges gagnant-gagnant et sur la réciprocité sera un facteur pacificateur, créateur d'ordre et de prospérité. L'échange et la paix, comme le rappelait avec force Montesquieu, se renforcent mutuellement. Si une telle coopération se met en place, elle sera capable de prospérer, de perdurer et de s'auto-renforcer. Rappelons au passage que les peuples en question ont plus de points de convergence que de divergence. À titre d'exemple, les Algériens et les Marocains depuis des lustres se sont mélangés pour donner réponse à plusieurs pandémies. Au nom des valeurs humaines, je pose la question aux honorables membres de l'opposition. Serait-il juste de laisser ces personnes condamnées? Au nom des valeurs humaines, serait-il juste de laisser ces familles séparées? Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement appellent à l'unité parce qu'au royaume de la désunion, aucun des États membres, aucun, n'aura droit à l'immunité. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, honorable jury, respectable membre de l'opposition, chers audience, nous, en tant que membres de l'opposition, nous sommes contre le fait que l'Union du Maghreb arabe, soit une urgence. Tout d'abord, pour commencer, je me permets de faire une petite comparaison avec le modèle de nos voisins européens, l'Union européenne.
Cette union était un modèle efficace lorsque tous les pays la constituant étaient de même niveau socio-économique. Par contre, dès qu'ils ont commencé à intégrer des pays un peu moins développés, comme la Bulgarie, la Roumanie, les pays de l'Est en général, l'Union a commencé à s'effriter. Et c'est justement ces inégalités de développement socio-économique qui sont les principaux problèmes de notre région. En effet, le Maghreb est une région constituée de 5 pays très inégalement développés. Juste un exemple pour illustrer mon propos. Le PIB par habitant, le produit intérieur brut du Maroc, est 2 fois supérieur à celui de la Mauritanie, ce qui est énorme. Ensuite, l'un des principes de base d'une telle union, comme l'Union européenne, est le libre-échange, la libre circulation des biens et des personnes, comme l'ont dit les respectables membres du gouvernement. Mais pour que ces échanges soient efficaces, il faut que les infrastructures de transport entre les différents pays soient à la hauteur. Or, c'est loin d'être le cas dans notre région. Avez-vous vu l'état de quelques autoroutes au Maroc? Et là, je ne parle que du Maroc, parce que c'est notre pays. Il n'y a pas de grandes lignes de train, ni de grandes lignes de TGV desservant les 5 pays. Il n'y a pas de grandes lignes aériennes. Il n'y a pas de grandes lignes. Il n'y a pas de grands aéroports en Mauritanie ni en Libye. Comment voulez-vous qu'il y ait des échanges dans de telles conditions? Et tant que ces infrastructures ne se moderniseront pas, il n'y aura ni échange, ni circulation, donc pas de développement économique, et donc l'union sera très limitée. Et enfin, je vais finir en parlant de patriotisme. Le patriotisme, une notion de moins en moins vue dans notre région. Les jeunes maghrébins sont de plus en plus tournés vers le modèle occidental, vers l'Europe. Si vous demandez à n'importe quel jeune algérien, ou à n'importe quel jeune marocain ou tunisien, s'il préfère quitter son pays pour partir en France, en Espagne, en Italie, plutôt en Libye ou en Mauritanie, il vous répondra sans hésiter que son rêve est de partir en Europe. C'est le rêve européen. Il n'y a pas de rêve maghrébin. Et tant que cette mentalité ne changera pas, tant que les gens continueront à aller voir ailleurs, et tant que les gens n'auront pas ce sentiment d'appartenance à notre région, il n'y aura pas d'union riche parce que les gens ne seront pas assez motivés à l'idée de la développer. Donc tout ça pour dire que, mesdames et messieurs, l'union du Maghreb arabe n'est pas une urgence, qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler, des problèmes d'infrastructure, de patriotisme, des disparités socio-économiques, des crises internes.